Donc je peux pas dire le montant exact, mais c'est plus de 40 millions. Est-ce que pour toi, détenir de la crypto, ça devient dangereux? On a eu Ronaldinho, on a eu des rappeurs américains connus. Puisque le phénomène n'est pas que français. Ouais. Il y a eu des attaques en Thaïlande, il y a eu des attaques même aux États-Unis, En Espagne, voilà, en etc. Espagne. Donc c'est pas qu'un phénomène français. Une rançon, un doigt coupé, l'intervention du GIGN et 10 suspects arrêtés. Une tentative d'enlèvement surréaliste a eu lieu en plein Paris. Qui aurait tenté de lui soutirer de l'argent en crypto-monnaie. Leur réclame environ 8 millions d'euros. Le 18 septembre, les deux hommes sont arrêtés par le FBI. La raison, leur rôle suspecté dans le vol de 4100 bitcoins, équivalent de 230 millions de dollars. Bienvenue dans le nouvel épisode de Glide. Aujourd'hui, on a comme invité Sébastien Martin, qui est le CEO de Red Square. Du coup, si tu peux te présenter rapidement. Bonjour à tous, merci Émeric pour l'invitation. Très ravi de participer à ce nouveau numéro de votre podcast. Pour me présenter rapidement, donc j'ai deux casquettes. Je suis CEO de Red Square, donc ça c'est ma casquette business, donc je suis le CEO. Red Square c'est une entreprise de sécurité, donc on est là pour protéger les business des entrepreneurs crypto ou ceux, on va dire, qui sont un peu moins crypto, mais plus avec une infra blockchain, on va dire. Et à côté de ça, je suis président élu de la Ligue pour la sécurité du Web3, donc c'est le premier réseau public-privé de sécurité de cet écosystème-là. Et donc, à ta disposition pour répondre à tes questions. On va parler du coup des sujets concernant la sécurité et les enjeux de la sécurité dans l'environnement crypto. Comme vous avez pu le voir, il y a eu énormément de mouvements de ce côté-là au niveau de la sécurité. En premier temps, du coup, on va parler un peu plutôt de ton parcours, ce que tu as pu faire auparavant, tes expériences. Bien sûr, donc moi de formation, je suis juriste de formation, donc okay. C'est important de préciser ça parce que j'ai un parcours, on va dire, un peu atypique par rapport à mon métier aujourd'hui. Donc j'ai fait des études en droit français, droit allemand, donc j'ai été émergé dans les deux pays pour étudier les systèmes juridiques. Après, à la fin de mon M2, enfin en parallèle de la fin de mon M2, plus précisément, j'ai commencé à travailler chez EquiSafe, okay. Où j'ai commencé en fait à travailler donc un peu en tant que juriste d'entreprise sur différents sujets qu'ils avaient à ce moment-là. Ils avaient notamment un agrément de conseiller en investissement participatif à aller présenter en fait auprès des régulateurs, et donc il fallait faire ce travail de structuration de l'agrément. Donc on va dire c'est un travail de documentaire, de structuration, okay. De process. Donc ça m'a donné cette compétence-là. La deuxième, c'est qu'on a travaillé sur une des premières ICO qui avait eu le visa facultatif de l'AMF. Et j'ai géré coordonné l'ensemble du dispositif de LCBFT, donc c'est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et c'était une expérience qui était assez passionnante parce que c'était les débuts de la loi Pacte. Donc en France, il venait d'avoir un cadre légal, il y avait aussi les décrets blockchain, il y avait différents autres, on va dire, contextes. Et donc c'était un cadre, une expérience très précurseur et on devait finalement presque tout apprendre. Et donc ça a été une expérience très enrichissante et ça va faire environ bientôt ça fait plus de 5 ans que je suis dans cet écosystème-là. Okay. Dont 3 ans bientôt 3 ans avec Red Square. Et aujourd'hui, effectivement, mon rôle est d'être CEO de Red Square. Et donc ça consiste en quoi peut-être dans mon quotidien? C'est de définir les priorités stratégiques de l'entreprise. C'est évidemment manager les équipes. Et c'est aussi représenter l'entreprise. Et dans le cadre justement de cette activité de représentation, chose que je fais aussi aujourd'hui, c'est évidemment j'ai ce rôle, en tout cas je me le suis donné, de partager le plus possible tous les enjeux de sécurité autour de cet écosystème. Okay. Parce que Red Square a deux activités principales. La première, c'est un métier d'investigation et de due diligence. Donc en fait, on a des capacités d'aller analyser sur la blockchain, peu importe laquelle, Bitcoin, Ethereum et les autres, les flux, ça peut être en préventif, donc là il s'agit d'aller vérifier une adresse de wallet, quelqu'un qui dit j'ai 300 Bitcoin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment du Bitcoin ou est-ce que c'est autre chose, en réalité il se fait passer pour,
Et après, on a une grosse activité aussi d'investigation, où là, malheureusement, il a pu se passer tout un tas de choses. Ouais. Il y a des arnaques, il a pu se passer une manipulation de cours de token, et il a pu se passer aussi un hack, et malheureusement, des fonds ont été dispersés. Et notre métier, c'est tout simplement de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui s'est passé et où c'est passé? Et donc là, on commence en plus, on a la chance d'avoir au sein de l'équipe Red Square, de plus en plus d'ailleurs, en ce moment, des anciens enquêteurs des forces de l'ordre, donc respectivement police et gendarmerie, qui nous rejoignent. Donc ça nous permet aussi d'augmenter en fait notre rapport judiciaire dans les dossiers. Un appui, quoi. Exactement. Et puis voilà, c'est des gens qui ont une expérience riche. Certains ont 5 à plus de 15 ans d'expérience au sein des forces de l'ordre. Et c'est une source d'expertise considérable que nous pouvons apporter. Ensuite, aujourd'hui, on traite en investigation, on a fait plus de 250 investigations. Okay. Donc j'ai, on va dire, un éventail et on observe au quotidien malheureusement tous les risques et puis il y a des tendances. C'est le monde de la sécurité, c'est pas un monde statique. Et tous les attaquants en réalité passent leur temps à s'adapter. Et donc notre métier, c'est un métier d'humilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour, être sûr de nous en permanence. Au contraire, on pense que la menace, justement, passe son temps à s'adapter. Et donc notre métier, c'est de pouvoir la décortiquer du mieux possible. Et enfin, on a un autre volet d'activité, c'est celui de la cybersécurité, que ce soit sur du conseil ou que ce soit sur l'audit, par exemple de smart contract ou de code, on va dire au sens large. Et là, on prépare un troisième volet d'activité qui est plus la sécurité physique rapprochée. Et donc, en fait, on a la chance d'avoir un partenaire de premier plan avec lequel, en fait, on co-développe une offre parce que pour développer une offre de sécurité physique, il faut des agréments du ministère. Parce que maintenant, ça s'arrête plus sur l'aspect virtuel, ça commence aussi sur l'aspect physique. Et on a vu pas mal de cas. Bien sûr. En fait, depuis le début de Red Square, ma thèse, j'en ai parlé en fait dès le début de Red Square, c'est que le monde numérique, digital, on-chain, peut se recoupler avec le monde physique. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on commence en fait à avoir cette phase malheureusement en fait arriver. Et aujourd'hui, on est à la croisée des chemins parce que ce risque arrive, il s'installe dans le paysage des risques. Là, à une époque, des entrepreneurs auraient dit ça m'arrivera jamais. Aujourd'hui, les gens disent effectivement, depuis le début de l'année, nous avons eu 2 cas, on va dire graves, presque, j'ai envie de dire, qui interpellent tous les entrepreneurs. Nous, au quotidien, on voit aujourd'hui les entrepreneurs du paysage crypto en France, et d'ailleurs pas qu'en France, puisque le phénomène n'est pas que français. Ouais. Il y a eu des attaques en Thaïlande, il y a eu des attaques même aux États-Unis, en Espagne, en Espagne. Donc c'est pas qu'un phénomène français. Mais là, il y a une tendance en France avec un modus operandi qui est macabre. Et ce modus operandi, c'est dans le dernier exemple avec le père de l'entrepreneur crypto, ça a été un enlèvement en plein jour dans Paris. Pour lui demander au fils le paiement d'une rançon, 8 millions. C'était en plein jour. C'était en plein jour, c'était vers 10h30. Ah ouais, et c'était dans le quartier de Montparnasse. Et ce qui me choque en fait dans cette attaque, la particularité, et je pense que on n'en parle pas assez, c'est la jeunesse des profils des attaquants. Ils sont nés entre 98 et 2005. Ah d'accord. Donc c'est très jeune, ça veut dire qu'il y en a qui ont même pas 20 ans. Et il y en a qui ont en réalité 27 ans. Et donc, cela, moi déjà, ça m'interpelle factuellement. Ça veut dire que là, il y a plusieurs hypothèses possibles. C'est soit le banditisme, en réalité, évidemment, il y a toujours des nouveaux entrants dans le milieu du banditisme. Et dans le milieu du banditisme, c'est les plus jeunes d'entre eux, donc ces nouveaux arrivants, sont peut-être aussi très familiers des cryptos, puisqu'on sait très bien que les détenteurs de cryptos aujourd'hui sont majoritairement sur on va dire la tranche d'âge 18-25 ans, et on va dire un petit peu au-dessus de 30 ans, entre 30 et 35. Et après, il y a effectivement plusieurs autres classes d'âge,
mais le gros du volume est sur cette classe-là. Et dans ce genre de cas, les process, ils aboutissent pas forcément à quelque chose. J'ai vu pas mal d'affaires passer. On a eu l'affaire Ledger, on a eu pas mal de sujets concernant ça. Et j'ai l'impression que, en termes de finalité, les ravisseurs ont pas forcément réussi à avoir ces rançons-là. Alors, effectivement, alors dans le dossier du cofondateur de Ledger, donc sur l'affaire David Ballon, il y a eu paiement de rançon, mais elle a pu être gelée. D'accord. Notamment parce que de la coordination de Nicolas Baca, il y a eu une mobilisation, on va dire, assez exceptionnelle, avec parce que la rançon avait été payée en USDT, USDT émis par l'entreprise Tether, et l'avantage technologique et technique de Tether, outre l'aspect réglementaire, et je vais y revenir, c'est d'être plutôt émis par une entreprise centralisée, et où il y a la possibilité de freeze, donc de geler le paiement, notamment de rançon et toute autre situation en lien avec cet actif. Et dans le dossier David Ballon, effectivement, on a pu geler les fonds. Je disais que Tether, c'est particulier outre l'aspect réglementaire, parce que comme vous le savez sans doute, Tether a refusé de se rendre compliant avec MiCA, donc ce règlement européen. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'exchanges centralisés, qui sont notamment PSAN ou aujourd'hui CASP, donc c'est l'agrément européen, refusent ou délistent en fait tout simplement le Tether, l'USDT, enfin l'USDT émis par l'entreprise Tether. Et du coup, aujourd'hui, ça devient, on va dire que ça se complexifie le paysage, on va dire, autour des rançons, puisque si l'USDT est en fait sorti des tokens ou des cryptos que vont lister des exchanges centralisés en Europe, demain en fait faire des paiements en USDT sera plus compliqué, et donc avec ce risque effectivement qu'on puisse moins geler les fonds. Par contre, on peut toujours de facto essayer de geler et de saisir des flux. Par contre, cela va passer, on va dire, par un autre cadre qui sera moins, on va dire, technique, intrinsèque. Ça passera en fait par des réquisitions judiciaires. Et là, en fait, avec la complexité que cela a, c'est-à-dire que c'est des temps plus longs et c'est aussi beaucoup plus judiciaire. Donc, dans toute procédure judiciaire, il y a toujours un aléa, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr d'obtenir gain de cause. Et ça, il faut évidemment le rappeler. C'est pas aussi facile qu'on le pense, en fait, de faire ce genre de process pour estorquer les gens. On a eu des affaires, par exemple, comme Malone, où il y a eu des montants astronomiques qui ont été scams. En fin de compte, ils se sont fait attraper. Ils ont réussi à récupérer les fonds, si je dis pas de bêtises aussi. Alors sans doute, après, en prenant d'autres dossiers aussi sur l'affaire, par exemple, donc là, qui est dans un autre cas, on va dire que celui de l'extorsion et le paiement de rançon, prenons le hack de Bybit. Je voyais il y a quelques jours, c'était il y a un peu plus d'une semaine, le pourcentage qui avait été gelé de ce hack. Donc pour rappel, c'est 1,5 milliard qui avait été dérobé par le biais du hack. C'est un des plus gros hacks en fait de l'histoire de l'écosystème, commis en plus par des services proches d'un État, en l'occurrence la Corée du Nord, et le pourcentage gelé était aux alentours de 3%. Ok, ah ouais, c'est pas beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pour ça que une entreprise comme Red Square, puisque nous avons ce rôle d'être aussi porte-parole via aussi la Ligue pour la sécurité du Web3 que je préside, mais de façon générale, par les tendances que nous voyons, on est aussi dans un rôle d'alerter les pouvoirs publics et aussi d'apporter justement ces observations, parce qu'on est encore sur un écosystème qui est relativement méconnu, dont les spécificités sont méconnues, et notre rôle est tout simplement de venir apporter un éclairage, une contribution. Le débat autour de la saisie ou du gel des cryptoactifs est assez complexe parce que c'est une discipline qui est pas très connue. Aujourd'hui, il y en a qui savent pas ce que c'est que le gel des fonds, ils pensent que le gel c'est la saisie. Or, c'est deux choses différentes et il faut d'abord geler pour saisir. Pour geler aujourd'hui des fonds, il faut prouver qu'il y a un lien de causalité entre le vol initial et le fait que le flux puisse se retrouver à tel compte sur telle plateforme. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, une fois que vous avez cette information-là, il faut aller l'apporter à un magistrat qui va ou pas donner suite à le constat que vous faites.
évidemment, lui a des services d'enquête, police, gendarmerie, pour venir contre-vérifier, par exemple, ce qu'une société comme Red Square avance, et il y donne ou pas suite. Et donc aujourd'hui, cela est le défi que nous avons, puisque ces process sont longs, très souvent, et je vais pas jeter la pierre sur la justice, parce que la justice aujourd'hui manque de moyens, donc je pense qu'aussi il faut aider la justice et alerter le grand public sur les besoins aussi de la justice. Ils ont besoin d'avoir des budgets renforcer les équipes des magistrats, des enquêteurs, même en outils. Aujourd'hui, il y a des difficultés encore au paiement d'outils, de tracing notamment, et de services comme les nôtres, comme Red Square, parce que nous n'avons pas encore de cadre. Nous, les analystes on-chain, on n'a pas encore de cadre légal. Et au niveau des autorités, est-ce qu'il y a des spécificités, par exemple, des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là pour des sujets comme celui-ci? De plus en plus. Donc au niveau de la gendarmerie, il y a des services d'enquête centraux qui sont spécialisés. Et je leur rends hommage parce qu'ils font vraiment un travail remarquable. Et c'est assez, on va dire, méconnu dans l'écosystème. Et je pense qu'il faut vraiment aussi qu'on prenne conscience qu'en France, on a aussi la chance d'avoir des services très compétents sur le sujet. Leur particularité, c'est qu'ils sont encore, parce que le sujet est encore aussi à ses débuts, ils sont en faible nombre, et eux-mêmes s'appuient sur des enquêteurs dans les territoires et essayent de former. Aujourd'hui, les derniers chiffres que j'avais, ils sont peut-être plus d'actualité, mais on était à environ 200 enquêteurs, 10 fintech, au niveau gendarmerie. Et ensuite, il y a sans doute, je n'ai pas les chiffres pour le côté police, mais il y a évidemment l'équivalent côté police. Il y a aussi des enquêteurs désormais spécialisés au niveau des finances publiques, ce qu'on appelle la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques. Il y a aussi des analystes chez Tracfin, donc le service de renseignement financier de l'État français. Et il y a, au niveau des douanes, il y a un service de renseignement qui s'appelle dans le jargon la DNRED. Alors on aime bien les acronymes, mais c'est juste le service financier, enfin, juste entre guillemets, vous m'avez compris, le service financier des douanes. Et ce service a aussi des analystes spécialisés crypto. Donc, et au niveau de la justice, au niveau par exemple de J3, qui est le parquet de Paris spécialisé sur tout ce qui est atteinte à un stade, c'est une atteinte à un système de technique automatique, un système de traitement automatique des données. Là, on a aussi auprès de la magistrate Johanna Bruce, qui est très connue, des analystes spécialisés. En l'occurrence, il y en a un. Et voilà, c'est là où on voit qu'il faut renforcer ces moyens-là. Bien sûr. Et donc aussi, en tant que président de la Ligue pour la sécurité du Web3, je porte ce message de renforcement des capacités de l'État dans ce segment, parce qu'in fine, se joue la capacité de l'État dans cette nouvelle frontière technologique qui se développe. Et il y a beaucoup de bonne volonté. Et aujourd'hui, il faut tout simplement que la bonne volonté soit aussi suivie d'effets dans les actions, puisque la crypto s'installe dans le quotidien des Français. Bien sûr. C'est ça aussi le problème, c'est que maintenant ça devient de plus en plus public, accessible. Quand même avoir cet aspect de sécurité, on a l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, détenir de la crypto, il y a un côté où c'est dangereux. Est-ce que pour toi, détenir de la crypto, ça devient dangereux? Alors, je pense que il y a différents niveaux de menaces. Il y a différents niveaux de menaces, et je pense qu'il est important qu'on prenne le temps de dresser l'état des lieux de cette menace. La menace, elle est déjà physique. On va pas y revenir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est on va dire un niveau nouveau de menace qui s'installe dans ce paysage. Ensuite, il y a évidemment les hacks cyber. Les hacks cyber, c'est des attaques externes. Donc, c'est-à-dire que des attaquants viennent cibler votre protocole voyant évidemment qu'il y a un butin potentiel à venir saisir. Et en matière de DeFi, très vite, il y a des montants assez conséquents qui s'y trouvent. Vous prenez certains protocoles, c'est plusieurs dizaines de milliards de liquidités qui sont dedans, ou c'est plusieurs milliards de cours qui s'y trouvent. Donc aujourd'hui, pour un attaquant externe, on va dire que c'est un butin qu'il voit en plus on-chain. Donc c'est pas, on va dire, à l'inverse, par exemple, d'une banque, on sait pas forcément ce qu'il y a sur un compte. Là, on peut voir les volumes de liquidité qui progressent au fur et à mesure. Donc déjà, ça crée une espèce en tout cas de chez les attaquants,
C'est pour certains, les plus positifs d'entre eux, c'est un challenge. Pour les autres, c'est une proie. Donc, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de protocoles qui mettent en place d'ailleurs des programmes de bounty pour justement encourager la recherche, on va dire, éthique de failles de sécurité potentielles et avec des fois des incentives financières assez conséquentes. Et il y en a, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de récompenses si vous arrivez à trouver une faille de sécurité et que vous vous portez à la connaissance du protocole cette faille de sécurité. Il y a un nouveau cas de menace aussi qui émerge dans notre écosystème, malheureusement, d'un point de vue cyber. Ce sont les attaques internes. C'est-à-dire qu'au sein d'un protocole peut se trouver, au sein d'une équipe, en réalité un attaquant qu'on pourrait même pas soupçonner. Ah d'accord. Et qui, du jour au lendemain, parce que, par exemple, il aura un rôle stratégique dans le projet, ou en tout cas il aura les moyens importants ou accès à des choses sensibles, en réalité, de faire une attaque pour récupérer le plus possible de fonds. C'est rare. Alors, ça peut être pour lui en tant que tel, ou ça peut être sur commande. Et c'est là où on retrouve aussi Lazarus, le groupe Lazarus de la Corée du Nord, comme étant en fait un modus operandi qu'ils emploient de plus en plus. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention, et ça je tiens à alerter là-dessus, dès le recrutement. Il faut prendre un certain nombre de précautions. Qui est ce profil tout recrutement critique doit faire l'objet d'une analyse. Donc ça c'est pour le volet cyber. Il y a aussi évidemment le volet, on en parlait un petit peu avant de scam, de fraude. Alors les scams, il y en a au quotidien. Alors là, c'est pour par exemple les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Malheureusement, il y a eu d'importants volumes de liquidités qui ont été perdus par ce biais-là. Évidemment, faites vos recherches avant. Il y a encore trop de gens qui investissent, on va dire, sous phénomène de FOMO, de hype, sans faire de recherche. En plus, des fois, coup de groupe Telegram, en se partageant les adresses. Enfin, bon, tout ça-ci n'est pas sérieux. Et il faut faire très attention. Évidemment, n'investissez jamais toutes vos économies. Je le dis, ça peut paraître banal, mais nous, dans les dossiers d'investigation qu'on a, il y a des gens qui perdent littéralement tout. Et en plus, qui s'endettent. Ouais, moi, je connais des personnes qui ont perdu des montants astronomiques juste parce qu'elles n'avaient pas la connaissance pour investir. Exactement. Je prends le cas de figure d'une personne que je connaissais de loin. C'était une personne qui avait environ la cinquantaine d'années. Elle avait vu la hype au niveau de Trump, etc. Elle a investi sur Internet directement. Elle avait vu un site. Elle a cliqué sur ce site. Elle a mis 50 000 euros et pouf, magie, ça a disparu. Déjà, je pense que ceux qui veulent investir en crypto, et je suis pas là pour donner du conseil en investissement, c'est pas mon métier, mais je suis là pour donner les règles de sécurité autour de l'investissement. Il y a un site qui est fait par l'AMF, il y a une liste sur le site de l'AMF, pour être plus précis, où tous les acteurs agréés pour fournir des services sur actifs numériques se trouvent. Déjà, allez, entre guillemets, faire votre marché dessus. N'allez pas... il y en a qui rentrent en crypto par le biais de pubs Facebook, de pubs Instagram, de groupes Telegram, de groupes WhatsApp douteux, avec des numéros que vous connaissez pas. En fait, faut arrêter d'être naïf. Vous n'allez jamais, dans le monde bancaire, aller investir par le biais de groupes Telegram, de groupes WhatsApp que vous connaissez pas, avec des numéros inconnus. Aujourd'hui, tout le monde sait que des numéros, on peut en créer à l'appel. En plus, à l'heure de l'IA générative ou de l'IA tout court, on peut créer moult de numéros et évidemment sans jamais que ce soit en lien avec une identité avec des personnes réelle. qu'on connaît pas aussi. Voilà. Et donc, moi, un de mes meilleurs conseils, c'est qu'il faut l'univers crypto n'échappe pas aux règles de base qu'on trouve dans tout univers d'investissement. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut des acteurs sérieux. On a un cadre régulatory. Donc, comme dit Debsan, c'était le cadre, on va dire, français. Aujourd'hui, de CASP, c'est le cadre européen. Il y a des listes publiques. Allez voir les sites des régulateurs. Regardez un petit peu les services que vous voulez. Alors, soit, en général, on commence par de l'achat, vente de crypto. Et puis après, on essaye on va dire, d'approfondir les services que vous allez utiliser au fur et à mesure, tout simplement, que vous voulez développer ou pas, d'ailleurs, votre investissement. Et donc, faites aussi attention aux sites sur lesquels vous investissez. Aujourd'hui, il y a des fausses URL, ça veut dire qu'il y a des URL, il suffit de modifier 2 lettres, mais c'est plus le même site. Ouais. Donc déjà, faites attention à ça.
Et évidemment, conservez bien et protégez bien vos wallets si vous faites le choix un jour de les détenir, on va dire, en propre et d'opter un système de self-custody. Donc ça veut dire une fois que vous achetez depuis un exchange, les avoir, on va dire, en direct depuis de votre wallet. Ne partagez jamais, évidemment, la seed phrase. Bien sûr. Je vois encore beaucoup de gens qui, en réalité, soit la mettent sur leur bureau, et puis après se disent, c'est bizarre, j'ai perdu, il y a eu des mouvements de flux pendant la nuit. Je dis, mais c'était sécurisé où, stocké où, et vous avez une femme de ménage, oui, voilà. Donc c'est ça, on est vraiment vulnérable en fait. Tout quand on rentre dans ce Tout à fait. marché-là, on est encore plus vulnérable et il faut optimiser ces choses pour éviter des cas de figure. Donc pour répondre à la question initiale, est-ce que aujourd'hui détenir de la crypto c'est être menacé? Je vais pas dire oui l'écosystème est on va dire est menacé. Je dirais l'écosystème a des défis et l'écosystème aujourd'hui est confronté à un défi de professionnalisation. Quand je vois qu'il y a des projets qui ont beaucoup de leurs données personnelles en réalité qui circulent à droite à gauche, je dis, et c'est là où ils viennent nous voir pour qu'on vienne les aider à nettoyer, en tout cas, cartographier, et deux, on peut nettoyer les données qui pourraient se trouver sur eux. Ça peut être numéro de téléphone, ça ouvre la voie à du phishing. Ensuite, des adresses personnelles, postales, ça ouvre la voie à des visites comme celles qu'on évoquait en début d'échange. Ça peut être des adresses mail, ça peut être des mots de passe qu'on leaké. Une fois qu'il y a des leaks, ça peut éventuellement donner accès à de vos comptes sans que vous le sachiez. Donc ça, il faut activer ce qu'on appelle des 2FA, des authentifications à 2 facteurs. Et on peut même remonter potentiellement jusqu'à vos adresses de wallet. C'est-à-dire que je peux, d'un point de vue extérieur, arriver à savoir quelle est l'adresse publique de vos wallets et en fait, via des outils, aller consulter quel est votre taux de détention et votre niveau de détention de crypto. Et donc, évidemment, faut pas concentrer tous ces actifs dans juste un endroit et puis quand vous avez une grosse fortune et puis tout d'un coup les gens découvrent d'un point de vue extérieur, celui-là il a 8 millions, 10 millions plus. Évidemment, là vous êtes confronté évidemment si en plus vous avez des données qui sont en libre circulation à des attaques. Donc j'ai envie de dire l'écosystème crypto pas plus qu'un autre secteur, mais c'est que les autres secteurs pour certains sont arrivés à grande maturité. Aujourd'hui, les banques, vous prenez des grands patrons de banques, ils ont des sécurités rapprochées, ils ont des services qui leur nettoient aussi leur présence en ligne, etc., etc. Donc c'est pour ça que l'écosystème crypto arrive à vitesse, on va dire, grand V, à ce défi de faire face à sa taille qui grandit et au niveau des menaces, on va dire qui s'additionnent et où effectivement il y a ce sentiment de tournis de se dire décidément on est des cibles. Oui, en réalité aujourd'hui c'est que c'est un écosystème qui ayant grandi très vite se trouve aujourd'hui confronté à une addition brutale de menaces et il faut donc évidemment s'y préparer, s'y protéger. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite se lancer dans la crypto tout en ayant cet aspect de sécurité? Alors là, ça dépend si on parle de simples détenteurs. Simple détenteur. Ou d'entreprises. Alors pour les détenteurs, déjà, allez sur les sites des régulateurs, regardez les acteurs régulés acheter, vendre de la crypto. Ça, c'est le point de départ. Vérifiez bien les URL pour acheter, pour vous connecter, de manière à éviter les faux sites, parce que ça serait évidemment dramatique. Je précise qu'une simple lettre qui change dans une adresse URL, ça n'est plus le même site, ça n'est plus le même acteur. Donc avec tous les risques que cela a. Ensuite, commencez par acheter, grosso modo, ce que vous mettez, ce que vous seriez prêt à mettre de côté. Ouais. Donc, évidemment, ne commencez pas à faire ce qu'on appelle all-in, et à tout d'un coup mettre tout l'argent que vous auriez sur votre compte bancaire, vous le déployez en crypto. Alors ça, en plus, si vous le mettez sur des faux sites, c'est dramatique. Alors alors après, on peut, comme je le disais, on peut toujours aller tenter de le récupérer sur le volet judiciaire, mais ça prend du temps, c'est coûteux. Aujourd'hui, c'est une vraie procédure judiciaire. Ouais.
pour aller récupérer des fonds. Il faut des sociétés comme la nôtre qui vont livrer une première analyse de transactions pour localiser la destination des flux. Et en plus, il faut, surtout quand il y a des sommes importantes en jeu, un avocat spécialisé dans cette typologie de contentieux. Ouais, ça a un coût. Ça a un coût. Ouais. Et aujourd'hui, donc il y a un autre sujet, c'est qu'il n'y a pas encore d'assurance qui, on va dire, couvre ces frais-là. Je pense que ça va arriver. On travaille aussi, nous, à ce qu'il y ait des offres d'assurance qui on va dire, adressent ce scope de risque qui est nouveau. Et ils n'ont pas encore, on va dire, tout de suite de solutions de disponibles. Mais ils sont conscients aussi qu'il y a un marché. Il y a un marché. Aujourd'hui, il y a à peu près 7 millions de Français qui détiennent de la crypto. 7 millions, c'est pas un marché négligeable. Et il faut aussi que les détenteurs crypto se protègent, se préparent à ces cas-là. Et donc, voilà un petit peu les conseils déjà que je pouvais donner. Au niveau du coup de ta ligue, etc., comment ça a été créé, comment c'est venu. T'as toujours eu ce côté du coup sécurité, t'as toujours été passionné par la sécurité, c'est venu comment Ah oui, en fait j'ai baigné dans une famille de sécurité, donc voilà comment on va dire je fais ce métier, je le fais pas par on va dire hasard, bien que dans ma famille je sois le seul entrepreneur, hein, je suis le seul dans ma famille à avoir entrepris. Donc ça, c'est un point aussi important qui me caractérise. Et ensuite, pour moi, le constat était assez simple. C'est qu'on est dans un écosystème où il y a énormément d'enjeux de sécurité. Et il y avait ce sentiment qu'il y avait parfois pas de réponse dans les segments de marché en fait, qu'on couvre. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de RedSquare. Un entrepreneur, il fait toujours une analyse. Il voit qu'il y a des opportunités, en guillemets. Répondre à un besoin. Voilà, qu'il y a un besoin, pour être, on va dire, plus neutre dans les mots. Il y a un besoin, puis on vient apporter une offre. Et puis ensuite, soit il y a une demande, soit il n'y en a pas. Nous, on a eu de la chance, c'est que on a de la demande et qu'on répond à un besoin. Ouais. Surtout en ce moment, je pense. Et en plus, on a du résultat. Ça veut dire qu'on commence à avoir des décisions de justice. Exemple, TJ de Lyon, tribunal judiciaire de Lyon, 17 mars 2025. On a obtenu le gel de compte dans une procédure, dans un dossier. On commence aussi à voir, justement, je disais, ces profils d'anciens des forces de l'ordre qui nous rejoignent, et qui sont assez impressionnants en analyse sur source ouverte. Donc, ils sont capables d'identifier des adresses mail qui pourraient appartenir à des entrepreneurs crypto, et puis donc qui peuvent cartographier l'ensemble de la surface disponible publiquement et qui sont des vecteurs de menaces pour les entrepreneurs. Et donc, oui, cette force de frappe, elle est assez inédite, et en tant qu'entrepreneur, c'est assez passionnant. De travailler avec ces profils-là qui sont, on va dire, des très grands professionnels et qui sont aussi tous motivés par le biais d'apporter des réponses à ces problèmes. Et encore une fois, je tiens à le dire, toutes les menaces globales de l'écosystème blockchain et crypto, on les connaît pas encore. Il y en aura qui vont continuer d'arriver. Constamment. Voilà. Donc, il faut s'adapter. Il faut faire des veilles constamment, donc on essaye de rester, on va dire actuel, et puis de bien continuer de suivre les menaces. Et j'invite chacun, je dirais, dès qu'il voit des menaces, à ne pas hésiter à nous en parler aussi. Franchement, on est vraiment ouvert. Dès que vous voyez des modus operandi aussi nouveaux, n'hésitez pas à nous les partager. Et justement, ça en vient à l'idée de la Ligue. La Ligue pour la sécurité du Web3, c'est venu du constat qu'il fallait aussi structurer notre industrie de la sécurité. Parce qu'à terme, ou même actuellement et à terme, c'est une industrie à part entière. Et donc, on n'avait pas encore de cadre où nous retrouver. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a créé une ligue pour la sécurité du Web3. Donc, c'est une association. On a créé une association avec, dans le conseil d'administration, nous avons, donc moi, j'ai été élu président. Il y a Fabien Frechter du groupe Vivendi, qui est secrétaire général. Dominique Pénin du cabinet Morgan Lewis, donc c'est un avocat comme trésorier. Merlin Égalité, cofondateur de Morpho. David Princé, CEO France de Binance. Le général Christophe Huchon qui représente le com cyber du ministère intérieur, et nous avons Alain Breustaille qui est chez Coexia, donc du groupe Talon. Et autour de nous, on a évidemment on a aujourd'hui une centaine de membres.
Donc on s'est lancé il y a 1 an et on a déjà publié beaucoup de choses. Un appel à contribution, on vient éclairer les enjeux de sécurité du moment. On a sorti un white paper sur le lien entre IA et blockchain, rédigé par Marie Cellier et Fabien Frechter. Et on a fait des contenus de sensibilisation, on a fait beaucoup d'événements, on a allé expliquer les enjeux, etc. Et on prépare aussi là un modèle de plainte en ligne pour aider justement les victimes crypto à pouvoir plus facilement se préparer en termes d'informations à transmettre aux autorités. Et un peu comment se passe justement une procédure lorsque vous avez été victime d'arnaque. Très souvent, les victimes sont démunies. On veut apporter des points de repère. Et ça se fait aussi évidemment en coordination avec les autorités publiques qui vont évidemment apporter leur feedback sur ce qu'on a fait. Et on va laisser le diffuser le plus largement possible très prochainement. C'est ça, vous aiguillez vraiment là-dessus, sur cet aspect. Voilà, je me suis fait scam, je me suis fait arnaquer, qu'est-ce que je fais? Vous avez mis en place la solution pour ça. Et puis ça, on le fera pour tous les autres problèmes de sécurité. C'est-à-dire, demain, je me suis fait hack, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis un projet, je suis un protocole DeFi, quels sont les modus operandi en fait à dérouler? Parce que le jour où il y a un hack, ou que vous êtes fait arnaquer, il faut aller vite. C'est-à-dire qu'on est en course contre la montre. Bien sûr. Et si, lorsque le cas arrive, on ne sait pas quoi faire, vous perdez du temps qui est précieux, et il y a des risques. En fait, ça diminue aussi les chances de succès de pouvoir faire quelque chose. Et je voulais parler aussi côté préjudice depuis la fondation de Red Square. Quelle a été vraiment la plus grosse affaire, si tu peux en parler Ouais, alors évidemment, je reste toujours, on va dire, anonyme dans ce que je dis, pour respecter la confidentialité, et puis des fois aussi la présomption d'innocence des coupables potentiels en face. On a géré déjà un dossier de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc je peux pas dire le montant exact, mais c'est plus de 40 millions, pour faire simple. D'accord. Donc c'est gros montant. Ouais. Et ça a été notre plus grosse investigation jamais réalisée. Enfin, je pense que ça a fait bosser 3 personnes à quasiment temps plein, parce que il y avait l'adrénaline évidemment qui était à fond dans mes équipes, et pendant 2 semaines. Ouais. Donc et là, c'était l'ensemble de nos compétences, enfin l'ensemble des champs en réalité informationnelle qu'il fallait analyser, les sources ouvertes sur la blockchain. Même il fallait confirmer une information avec des sources que nous avons humaines, et donc c'était l'ensemble du spec qu'il fallait déployer. Il y avait aussi des analyses de smart contract. Enfin, voilà, ça a été un dossier titanesque, et là ça montre bien en fait notre force de frappe. C'est-à-dire que c'est assez rare dans le paysage de cumuler l'ensemble de ces expertises à déployer dans un dossier. Et donc l'avantage stratégique de Red Square, c'est celui-là, de maîtriser ces champs d'information qui sont très souvent en fait des boîtes se concentrent sur le volet on-chain. Mais il n'y a pas que le volet on-chain d'exploitable dans un dossier. Il y a tous les autres volets que je viens d'évoquer. Et ensuite, notre force, c'est que on a de plus en plus d'anciens enquêteurs des forces de l'ordre. Donc ça veut dire qu'ils savent, ils connaissent ce monde judiciaire, ils savent comment on règle les dossiers judiciaires. Ensuite, c'est d'être outillé. On se prépare à avoir en fait des outils. Alors on en a déjà, mais on va en acquérir là bientôt d'autres. Et c'est des outils de très haut niveau. Et ensuite, évidemment, on a aussi, nous, on est une des rares boîtes indépendantes de ce secteur à être assurée. Donc on a une couverture assurantielle par un des meilleurs assureurs en fait cyber du marché. Et donc c'est pour vous montrer voilà comment on travaille à être aussi un acteur de confiance. Puisque vu les situations que nous gérons, la confiance est très importante. Bien sûr, surtout dans ce secteur-là. Bien sûr. Et donc, c'est pour nous un moyen, en fait, de créer la confiance, on va dire, by design. C'est-à-dire que, quand on vient chez Red Square, on peut pas avoir de doute sur le fait qu'on puisse avoir confiance en nous. Et ça, c'est très important. Et c'est là-dessus qu'aussi, on fait beaucoup d'investissements. Et aussi, après, évidemment, notre autre très grande valeur ajoutée, c'est nos process internes. En fait, on a fait en sorte, depuis le début, de respecter des process en fait de qualité. On a des process documentés, étayés, que nos équipes en fait doivent suivre. Et lorsque quelqu'un rentre chez Red Square, il s'engage aussi à respecter ces process
Et c'est évidemment contrôlé, c'est-à-dire que régulièrement, on fait des tests sur échantillons. Et puis moi-même, en tant que CEO, il y a des livrables en fait que je relis et je m'assure que ce qu'on a de documenté, ce soit évidemment suivi des faits. D'après toi, vu que tu es dans le secteur de la sécurité dans l'environnement crypto, quels sont les sujets les plus fréquents en termes de scam, arnaque, extorsion Alors, c'est beaucoup de sujets. Alors, sur les risques de scam, on va dire, et de fraude au sens large. Il y a très souvent, en fait, en réalité, des fausses plateformes. Donc ça, c'est le cas que tu prenais tout à l'heure, où il y avait quelqu'un qui avait été victime d'une perte de 50 000 euros, parce que, en l'occurrence, semble-t-il, il avait investi sur une mauvaise plateforme, et pas chez un acteur régulé. Ensuite, il y a ceux qui pensent que investir en crypto, c'est donner X euros à quelqu'un, et ce quelqu'un va placer pour vous. En général, quand on passe comme ça, en plus sans contrat, sans rien, sans que l'acteur soit régulé, bon, il y a de fortes chances, puisque vous connaissez pas la personne, on n'a pas de garantie en fait. Il n'y a aucune garantie. En réalité, l'argent que vous versez, la personne risque, très souvent, hormis évidemment ceux qui sont régulés, mais justement, ils sont, on va dire, hors champ, puisqu'ils sont régulés. Ceux qui ne le sont pas, ils vont en réalité, ils vont pas investir votre argent, ils vont simuler comme quoi ils investissent votre argent, puis en réalité, l'argent, in the pocket, et ils commencent à l'éparpiller. Puis évidemment, quand il y en a qui découvrent, après ce courtier vient vers vous, dit oh là là, vous avez fait des plus-values de 150%, bravo, maintenant il faut remettre au pot. Les gens qui continuent de mettre de l'argent sans avoir des preuves tangibles des investissements réalisés. Lorsque vous demandez de retirer l'argent, il faut payer des taxes, il faut payer je sais pas quelle chose exotique. Il faut quand même garder à l'esprit que qui paye des taxes, c'est vous. Alors, on est en période de déclaration fiscale. Chacun doit déclarer individuellement. C'est pas un tiers qui va déclarer pour vous. Donc, les champs, on va dire, de référence ou d'habitude, le monde de la crypto n'y déroge pas. Donc, dès lors que quelqu'un vous dit « Ouh là là, il faut payer des impôts ou des taxes », oui, il faut en payer, mais c'est pas, vous le savez. Et c'est pas lui qui va, vous avez pas à lui verser pour qu'il paye pour vous. C'est vous-même qui payez pour vous. Et ça, très souvent, dans tous les cas qu'on a dû, donc pour rappel, on a traité plus de 250 dossiers. Dans tous les cas, il y avait, au bout d'un moment, paiement de taxes. Et évidemment, c'était toujours genre 10%. Donc quelqu'un qui investit 1 million, 10%, ça fait 100 000. Ouais. Et c'est un moyen, ni plus ni moins, que de gratter, rajouter en fait du préjudice à votre préjudice. Et avec une forme, on va dire, plausible, c'est-à-dire paiement de taxes. Mais non, c'est pas lui qui va payer vos taxes, c'est vous qui payez vos taxes. Donc un conseil, c'est si vous avez... déjà, n'investissez pas de cette façon-là. Et ensuite, les taxes, c'est vous qui les payez. Donc surtout, gardez bien l'argent pour payer vos taxes. Mais c'est pas quelqu'un qui va les payer pour vous. Et ça, je veux vraiment le dire parce que c'est vraiment... Ça peut paraître banal et basique ce que je dis, mais ça arrive tout le temps. Tout le temps. Et ensuite, il y a d'autres cas qui sont plus, on va dire, exotiques. C'est que des gens pensent que Binance peut les contacter en direct sur WhatsApp. Binance ou tout autre exchange ne vous contactera jamais par WhatsApp. Ensuite, par Telegram. Pareil. Le boss, je sais pas quel exchange, va pas vous contacter comme ça sur WhatsApp ou sur LinkedIn ou sur Telegram. Ensuite, et ça c'est un cas aussi nouveau qui apparaît, c'est sur les sites de rencontres. On a été alerté de beaucoup de scams depuis, par exemple, alors c'est pas pour leur jeter la pierre, mais par exemple sur Tinder, faites attention. D'ailleurs, ça arrive aux hommes comme aux femmes. Hein. Sur ça, j'irai malheureusement, la situation est celle-là, il y a personne qui est épargné. On est tous logés à la même enseigne. Surtout, faites attention sur les sites de rencontres.
il arrive que y ait des faux profils qui, au bout d'un moment de discussion, vous disent « Ah, j'ai un oncle qui est... alors des fois c'est en Asie, des fois c'est dans d'autres régions du monde, qui disent qui a fait fortune en crypto, alors qu'on voit des photos, vous voyez un jet, etc. Et puis les gens se disent « Ouh là là, bah super, j'ai fait une superbe rencontre d'une personne fortunée. » Et puis très vite, elle commence à vous dire « Mais tu pourrais pas tester pour moi, nanani, nanana. » Donc il y a tout un champ qui emmène la personne qui est sur l'application à faire des placements. Surtout, encore une fois, faites attention. La personne, le compte que vous pensez faire une belle rencontre d'une charmante demoiselle ou d'un beau monsieur ou de tout autre, et puis tout d'un coup, vous découvrez, en fait, en réalité, vous avez ni plus ni moins que du fake. Et donc, je pense que là-dessus, il va falloir faire de plus en plus attention à ce risque de fake. Comme l'affaire Brad Pitt. Et comme l'affaire Brad Pitt. Aujourd'hui, on peut simuler une voix. Et en général, vous regarderez, en fait, c'est quand vous posez des questions, en fait, la personne déroule un discours. Elle réagit pas à vos... Directement, parce que ça peut être un message enregistré, ça peut être plein de choses. C'est pas spontané. Et donc, faites attention à ces choses. Et malheureusement, je dirais, l'amour rend aveugle, en l'occurrence. Et souvent, c'est des personnes seules. C'est des personnes qui peuvent... avoir par exemple aux alentours de 50 ans, on a vu que c'était une cible de cette typologie d'arnaque. Et même sur LinkedIn, il peut y arriver aussi qu'il y ait des personnes qui peut-être même sont ciblées. C'est souvent des gens qui ont des postes à responsabilité. D'ailleurs, on a déjà eu dans des secteurs un peu stratégiques des personnes qui étaient entre guillemets ciblées, puis de fil en aiguille s'installe, on va dire, une communication plus ou moins amoureuse, et de fil en aiguille, il arrive le fait qu'il y ait une présentation faite d'une opportunité d'investissement crypto, et puis les personnes sont dans une optique, tiens, j'ai un peu d'argent, je pourrais... Voilà. Les stratégies sont bien rodées, en fait. C'est très bien rodé, et ce que je viens de citer, c'est non limitatif, mais j'essaye plutôt de présenter pour nos auditrices et auditeurs les vecteurs, ce qui est possible d'être exploité pour vous attaquer. Et donc, il y a bien à l'esprit que aujourd'hui, tout peut être faux. On est dans un monde où il faut faire attention à tout. Des comptes peuvent être faux. Des comptes LinkedIn, des comptes Tinder, des comptes Instagram, ce que vous voulez. Les numéros peuvent être faux. Et donc, ayez un cadre de confiance. Enregistrez les numéros. Quand quelqu'un se fait passer pour telle personne, c'est pas le même numéro. Déjà, faites attention. Les mails. Les mails, regardez les adresses mail. Vérifiez. Il y a des adresses complètement exotiques, les gens leur font confiance. Ouais. Et c'est pas possible. Récemment, je sais pas si t'as vu, il y a eu aussi des personnes qui détenaient des ledgers qui ont reçu un courrier avec un QR code dessus en stipulant qu'il y a eu une mise à jour, etc. et qu'il fallait scanner justement ce QR code. Justement, s'il y avait une mise à jour Ledger, on vous l'annoncera pas par voie postale, et encore moins en plus pour faire une mise à jour par QR code. Bien sûr. Donc déjà, vous voyez le nombre de choses qui, dans ce cadre précis, posent problème. On vous contacte par voie postale. Ensuite, on vous met un QR code qu'il faut scanner pour faire une mise à jour. Objectivement, quand vous faites une mise à jour, vous allez sur votre App Store ou peu importe, et vous voyez les mises à jour de vos applications. Donc c'est pas par courrier, par QR code que vous allez... c'est très vraisemblablement qu'en réalité quelqu'un veut attraper vos données, en particulier que vous révélez votre clé privée. Donc il y a plein d'autres exemples. Il y en a qui pensent que la Banque Centrale Européenne, puisqu'il y a des gens qui usurpent la Banque Centrale Européenne, peut les contacter directement. Mais la Banque Centrale Européenne va jamais contacter des citoyens comme toute autre autorité. Il y a aussi la police de la blockchain. La police de la blockchain n'existe pas. Ou il y en a qui me disent la blockchain m'a écrit. J'ai envie de vous dire non, la blockchain ne peut pas vous écrire, monsieur. La blockchain, c'est une infrastructure. On peut à la rigueur envoyer des messages on-chain, et encore, c'est pas le grand public qui va faire ces opérations techniques compliquées. Donc il faut pas perdre de vue le b.a.-ba, et malheureusement je vois beaucoup trop de gens qui oublient ces règles de base. Vérifiez les adresses, posez-vous des questions. C'est pas parce il faut pas
voir ce que vous avez envie de voir. Faut voir si ce que vous voyez est vrai, est réel. Et malheureusement, je pense que si on peut résumer ça, les risques de sécurité autour des cryptos, c'est parce que les attaquants des détenteurs de cryptos veulent véhiculer ce que les détenteurs de cryptos veulent voir. Et donc ce sera, par exemple, des promesses de rendement exorbitantes. Ouais. Ça va être l'amour, ça va être différentes choses sur lesquelles ils voient que ça pourrait être quelque chose auquel la personne C'est ça, c'est sensible. vraiment le fil sensible. Voilà, fait. c'est la fil sensible. Et donc, en fait, c'est quand il y a des choses, par exemple, trop simples, trop téléguidées, Ouais. trop... mais pourquoi on m'envoie une mise à jour par courrier postal? Enfin, C'est ça, et voilà. les plus grosses affaires, elles sont liées forcément à une de ces catégories. exactement. Que ce soit les sociétés Ponzi, etc. Et les sociétés Ponzi, ça va être qu'ils vont mettre tout un tas de personnes autour d'eux qui vont recommander leurs solutions. Des pour que- promesses de rendement. Voilà, et puis en fait, ça crée des systèmes d'ambassadeurs, d'intermédiaires. Enfin, C'est sais ça, pas et trop après ça gonfle. ça et- gonfle, ça gonfle, et puis là, à coup de groupe WhatsApp, boum, 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 et puis ça fait évidemment des montants qui, in fine, sont gigantesques. Donc voilà, moi je voulais vraiment prendre aussi l'occasion pour partager en fait toutes ces observations-là. Derrière chaque chose que j'ai dite, il y a des exemples réels, malheureusement, et très souvent, même, il y en a qui ont du mal à admettre. Souvent, il y en a qui viennent nous voir, qui malheureusement, par exemple, ont perdu de l'argent. Et quand ils nous décrivent les situations que je te décrivais tout à l'heure, on leur dit, mais monsieur, vous êtes fait malheureusement avoir, vous êtes fait escroquer. La personne dit, mais comment vous osez me dire ça, c'est pas possible, etc. En plus, des fois, il y a du déni de réalité. Donc, on voit bien qu'il y a deux... Donc, l'aspect psychologique va C'est être ça. exploité par, en réalité, des gens qui sont des manipulateurs. Et après, ils vont explorer, ces manipulateurs, l'ensemble du spectre qu'ils ont disponible. Ouais, ils ont vraiment cet aspect de pas croire qu'ils ont vraiment perdu ces montants-là. Et il y en a parfois, il y a eu des affaires où ils ont perdu ces montants-là et ils se sont fait par la suite encore plus embourber dans le scam, l'arnaque, par exemple par des assistants qui leur disaient « Ah, vous avez perdu ce montant-là, etc. On va vous aider à récupérer. Faudra payer cette somme-là, mais vous allez les récupérer. » Voilà, et puis en plus avec des promesses de garantie, C'est ça. et enfin de récupération. Et puis il y a un cas aussi qui a été, on va dire, très diffusé et récurrent comme vecteur d'attaque. C'est les fausses pubs à la Élise Lucet, à Mbappé qui va parler d'une crypto, enfin d'une personnalité qu'on va dire est assez connue. Sur Twitter, etc. Et par exemple sur Facebook, fait, qui renvoie dans des articles en bas de page. Vous avez des liens avec, par exemple, donc malheureusement, Élise Lucet, en fait, son identité avait été usurpée. Et ils vont essayer de faire croire que, ou pareil, que, je sais pas quel décideur politique, hors Trump, parce que c'est, on va dire, c'est particulier, il y en a qui vont dire, tel politique a recommandé tel crypto. Ouais. Aujourd'hui, faites attention. Oui, la plupart, c'est des scams. On a eu énormément de personnalités publiques qui ont lancé des crypto-monnaies, mais en sachant que la plupart, c'est des scams ou des projets voués à l'échec. On a eu Ronaldinho, on a eu des rappeurs américains connus, on a eu des présidents d'État, etc. La plupart des personnes pensent que c'est vraiment le projet qui va changer une vie, etc., alors que pas du tout, en fait. Mais que pas du tout, au contraire, ça va pas changer, enfin, ça va changer votre vie, mais pas dans le sens positif du terme. Au contraire. Donc, encore une fois, enfin, ça, c'est ayez à l'esprit les éléments là que je viens de donner. C'est vraiment extrêmement important. C'est même le meilleur conseil que je puisse vous donner, parce qu'à la fin, il s'agit de votre argent. Et donc, nous, on pourra, quand il y a des cas et puis évidemment, il y a toujours des cas, on va dire aussi, de force majeure. Donc, quand on se fait hack, on l'a pas voulu. Et là, on est justement votre partenaire pour venir vous aider à réagir à ce hack. Et on est là pour vous aider à trouver des solutions. C'est ça. Et on est vraiment aussi le propre acteur de nos décisions. Voilà. Et il faut pas le négliger. De toute façon, on est toujours maître de nos décisions. Bien sûr. Alors, il y a souvent des gens qui disent « Ah, mais la décision ne m'appartient pas, c'est quelqu'un qui va m'aider. » Non, vous êtes toujours, qui plus est dans l'investissement,
ou dans le placement, il s'agit de vos fonds, de votre argent. Donc c'est pour ça les gens qui passent par des intermédiaires, encore une fois, pour placer leur argent, déjà, en crypto, c'est le propre, on passe pas par des intermédiaires humains. Il y a des plateformes qui sont, si vous voulez commencer, on va dire simplement, avec, on va dire, vous faire la main, il y a des exchanges centralisés. Demain, il y a aussi d'autres façons, si vous voulez le faire de façon plus décentralisée, mais je vais pas y venir parce que je trouve que ça complexifierait trop le propos. Commencez simplement, mais de façon simple, de façon pragmatique, pas des sommes énormes, juste des montants que vous voulez. C'est comme si vous faisiez, vous mettiez 10 € de temps en temps, et déjà commencez ça. Vous verrez qu'il y a plusieurs services, il y a du staking, il y a différentes choses qui sont possibles. Il y a des placements en fait en DeFi, il y a des acteurs sérieux qui proposent des choses. Et regardez un petit peu, faites encore une fois étudier les possibilités et regardez aussi, j'ai envie de dire, il y a différentes façons de voir si un projet est sérieux. Il faudra voir quelle est l'équipe derrière, faut voir le site internet, faut voir aussi toute une analyse, quels sont ces investisseurs aussi, parce que bon, si c'est des projets qu'on fait des grosses levées de fonds avec des investisseurs très sérieux, des gros fonds par exemple américains ou européens, bon, vous pouvez commencer à vous dire que l'équipe a été screenée, mais très souvent, et donc bon. Ça peut être sérieux. Il y a vraiment des red flags, des green flags. Et puis là, c'est plutôt justement dans une approche positive de donner ce qui peut être des green flags. Ça peut être de justement regarder le projet, qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui le back, et si il y a très peu d'informations, voire qu'il n'y a rien, ou qu'il y a juste un groupe Telegram ou Twitter où les gens se disent « Ah super, il y a 200 000 followers », si c'est juste ça les critères, c'est pas le bon critère pour placer votre argent. Il n'y a pas de sûreté par rapport à ça. Il n'y a pas de sûreté en disant qu'il y a 200 followers sur Twitter. C'est une addition de facteurs. Il y a des statistiques qui ont été sorties très, très récemment. Par exemple, sur la vague de PumpFun, 98% des projets qui ont été lancés sur PumpFun étaient des scams ou des arnaques. Et après, il y a tous ceux en plus dans le cours en fait du token, parce que le modèle du token n'était pas bien, on va dire défini, voire avec une supply, donc on va dire une offre de token qui était beaucoup trop grosse par rapport à la demande et qui se sont littéralement effondrés. C'est ça. Et donc, faites bien attention à cela. Et c'est vrai que les pépites, comme dans tout domaine, sont rares. Ça veut dire que les pépites, la pépite d'or, il y en a pas tous les 4 matins. Tous les 4 matins. Les pépites, ça arrive parce que, par exemple, il y a une équipe exceptionnelle. Ça arrive parce qu'il y a une idée exceptionnelle. Et une idée exceptionnelle, c'est pas non plus de réchauffer ce qui s'est fait maintes et maintes fois. Ouais, et il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans du coup l'investissement crypto ou le secteur crypto qui pensent trouver cette pépite directement comme ça. Et donc les gens qui effectivement par le fait du hasard arrivent direct à la pépite, enfin en tout cas pensent l'avoir. Moi je dis faites attention et gardez dans votre investissement toujours une donnée objective. C'est ça. Factuelle, établie, et faire une due diligence, ça se fait pas en 2 minutes. C'est ça. Une vraie due diligence, pour ceux qui en font, ça prend beaucoup de temps, et vous devez vérifier tellement... En fait, quand vous faites une due diligence, vous partez du principe que tout ce que vous voyez, en fait, il faut le double vérifier, et vérifier que ce qui est dit est vraiment vrai. C'est-à-dire que le déclaratif est réel. Et aujourd'hui, c'est... un de mes meilleurs conseils que je puisse donner, c'est ça, comme approche. Et encore une fois, moi, je suis là pour donner des repères dans un monde, dans une industrie qui en a besoin. Et c'est pour ça que, typiquement, de faire des exercices comme celui-là, de venir parler, de partager ce qu'on constate. Et encore une fois, c'est ce qu'on constate. Et c'est ma liste que j'ai donnée et non limitative. Oui. Restez pas juste... peut-être que dans un an, on se retrouvera et en fait, il y aura encore plein d'autres tendances. Voilà. Déjà, ayez ça en tête. Et puis, on se verra sans doute par la suite pour partager peut-être les actualités, les évolutions de cette menace. C'est mon rôle et dans le doute, au pire, n'hésitez pas à demander. Voilà, nous, on fera pas de conseil d'investissement, mais en tout cas, si on voit des red flags, c'est évidemment notre rôle. Ce que je vais
beaucoup me mobiliser là autour des prochains jours pour partager justement tout tout ce qu'on peut voir. Je pense qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui il y ait des référentiels en termes de menaces. C'est ça. Il y en a pas. Voilà, on va préparer des choses. J'ai aussi une communication sur évidemment LinkedIn où j'essaye très souvent de partager du contenu. Il fallait résumer comment j'en suis venu à faire ça, c'est tout simplement qu'on a fait le constat qu'il fallait le faire. C'est ça. Et voilà, encore merci pour l'invitation. Je t'en prie, on mettra tout qui est lien de Red Square en bio. Si vous avez des questions, comme il l'a dit, n'hésitez pas. En tout cas, c'était un plaisir de faire un podcast avec toi. On a évoqué énormément de sujets intéressants, tout simplement. Très vite. À très vite pour le prochain épisode de Glide.